Cam4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Bonjour à tous, nous sommes ensemble durant ces 2 heures sur Sud Radio. Alors c'est évident, la sexualité fait partie des 4 piliers du couple. Pourtant, on entend des personnes raconter qu'elles vivent une belle histoire d'amour, alors que pourtant le sexe n'est plus très présent dans leur histoire. Alors nous allons voir avec Philippe Breneau quelle est réellement l'importance du sexe dans une relation d'amour. Est-ce qu'on peut vivre ensemble sans faire l'amour et surtout continuer à s'aimer? Et il faudra sans doute déjà faire la différence entre désir et amour, parce que j'entends souvent des femmes raconter qu'elles n'aiment plus leur partenaire parce que justement elles ne le désirent plus. Or, ça n'a pas tout à fait grand chose à voir, parce que le désir est souvent là, mais enfoui sous des rancœurs, des ressentiments ou alors une foule d'occupations. Et puis nous verrons aussi pourquoi le couple parent n'est pas tout à fait le même que le couple d'amants. Quand je dis pas tout à fait le même, est souvent très différent que le couple d'amants. En tout cas, si vous avez envie de témoigner, si vous avez des questions à nous poser, eh bien vous nous appelez, vous connaissez notre numéro maintenant, c'est le 0826 300 300. Bonjour Philippe Breneau. Bonjour Brigitte. Alors vous avez de nombreuses casquettes, vous êtes évidemment sexologue. Les unes sur les autres. Les unes sur les autres. Mais non, il faut dire les unes dans les autres, avec le thème d'aujourd'hui. En tout cas, vous êtes psychiatre, anthropologue, sexologue, écrivain, enfin bon, voilà. Et puis on vous connaît aussi pour de nombreux ouvrages, notamment sur la différence, enfin sur le couple. D'ailleurs, vous en avez écrit un il y a longtemps sur le couple. Récemment, c'est pourquoi c'est si compliqué l'amour, qui est en définitive sur les différences. Il y a des différences entre les hommes, les femmes, je parle surtout là de couples trans. C'est quand même 90% des couples, trans, des couples cisgenres, c'est-à-dire de sexes différents. Et c'est vrai que il y a beaucoup de difficultés. On va en parler au niveau du désir, de quelle façon on reste ensemble si on n'a pas de relation sexuelle. C'est compliqué, mais il faut dire à tous les auditeurs qu'il y a des pistes, des solutions. Il y a d'abord une réflexion à avoir, parce que qu'on soit mal dans les couples, c'est malheureusement très fréquent. Donc, croyez pas que c'est que votre couple. Déjà, essayez de peut-être comprendre qu'est-ce qui fait que vous allez mal. Parce que je trouve qu'on a tendance parfois à dire on est mal et puis on ne sait pas exactement. C'est un peu comme quand on a peur, on ne sait pas exactement de quoi on a peur. En tout cas, en préparant l'émission tous les deux, Philippe Breneau, on est arrivé à une conclusion que très souvent, une histoire d'amour, ça dure 15 ans. Oui. 15 ans, c'est à la fois beaucoup et puis c'est pas beaucoup quand on sait que l'être humain maintenant vit parfois jusqu'à 90, 100 ans. Alors il y avait un auteur américain important, c'était une femme, j'ai oublié, j'ai pas son nom en tête là, qui avait travaillé dans les années 90 et qui trouvait que la durée moyenne des couples, donc depuis que le mariage traditionnel s'était interrompu, se situait à peu près au niveau de 15 ans. Mais ça c'est un calcul qu'on ne peut pas faire. Parce que regardez, il y a des couples qui s'interrompent plus tôt, d'autres plus tard. Bien sûr, mais c'est différent suivant les générations. C'est très compliqué à faire, ça, tout le monde s'accorde là-dessus. Mais c'est très vrai que beaucoup de gens disent on a été très bien pendant 10 ans, pendant 15 ans. Il y a une longue période où on est très très bien. Et souvent, c'est de cet ordre-là. Alors, est-ce que ça veut dire que être plus longtemps en couple, c'est plus difficile? C'est possible. Je dois dire qu'il n'y a pas de solution, tous les cas de figure sont différents et rien n'est inéluctable, c'est-à-dire tout n'est pas, sauvable, parce que les thérapeutes de couple sont pas là pour sauver les couples, mais par contre ceux qui veulent comprendre, être aidés, il y a beaucoup de thérapeutes très compétents dans chaque région, par exemple en France, pour accompagner et surtout vous accompagner dans une réflexion. C'est-à-dire c'est pas parce qu'on est mal qu'on doit se séparer, parce que très souvent aujourd'hui... Et même si on doit se séparer, autant savoir pourquoi on se sépare. Ce sera pour éviter de refaire les mêmes erreurs avec le prochain. Mais oui, il y a une blague que vous connaissez, mais vous allez voir que ça prend signification lorsque vous venez de dire cela tout à l'heure, Brigitte. C'est un patient qui témoigne et qui me dit ma femme et moi, on a été magnifiquement bien pendant 15 ans. Après, on s'est rencontrés. Alors c'est quelque chose qui veut jouer en contraste, bien sûr. mais qui en définitive, ça, c'est très vrai qu'on est
C'est l'amour aveugle et le mariage redonne la vie. Mais c'est vrai qu'on est d'abord, la plupart du temps, on se rencontre parce qu'on est très bien ensemble. Et le jour où on s'éloigne, où on se sépare, ben on est très mal. Et pourquoi ça s'est passé comme ça? Mais il y a souvent, on le dit, ce qu'on vient d'évoquer, il y a une période, c'est 5 ans, c'est 10 ans, c'est 15 ans. Bon, je crois pas que ce soit, on n'en parle pas de la même façon quand c'est beaucoup plus long. Mais vraiment, on dit, il y a eu vraiment 10 ans formidables, 15 ans formidables. Donc, tout ne peut pas repartir, mais je crois que si on croit en soi-même, moi personnellement je le fais avec beaucoup de patience, on va amener à comprendre quels étaient les ingrédients de l'accord qui nous a fait être ensemble et être très bien ensemble. On va essayer de réfléchir. Souvent il n'y a pas les mêmes, des choses ont changé, on a évolué, on est différent. Et souvent, c'est parce qu'on n'accepte pas suffisamment l'autre différent. Oui, qui évolue aussi parfois différemment. Mais je crois qu'il y a quelque chose aussi, avant de donner la parole évidemment aux auditeurs qui vont témoigner, qui vont nous aider à avancer, parce que c'est, encore une fois, je le répète, c'est eux qui m'aident à avancer dans cette émission. Je crois qu'il y a quelque chose qu'il faut peut-être comprendre, c'est que le sexe, c'est pas essentiel, mais ça a un avantage, je trouve, c'est que lorsqu'un couple continue à faire l'amour, ça efface les petits ressentiments, les rancœurs. Moi, j'aime bien, on parle toujours de cette expression se réconcilier sur l'oreiller. Oui, je crois pas qu'on se réconcilie sur l'oreiller, mais sur l'oreiller, on élimine les petites choses désagréables qui pourraient à force devenir des vrais poisons du couple. Et c'est en ça, je trouve, que lorsque la sexualité arrive à se maintenir dans un couple, et pour ça, c'est pas si simple non plus, surtout quand on devient parent, il faut bien comprendre que la sexualité, ça doit jamais être une lutte de pouvoir. Alors c'est très vrai de certains couples, hein. Je crois que c'est pas vrai pour tous, parce que la réconciliation sur l'oreiller, il y a des couples qui l'ont jamais connue. Et qu'ils connaîtront peut-être pas trop, parce que il faut déjà avoir une sexualité libre, très mature, libre des deux côtés. Moi, j'estime qu'il n'y a pas plus d'un couple sur 3 qui a vraiment une sexualité qui soit épanouissante, mutuellement épanouissante. C'est malheureusement pas beaucoup, alors que les valeurs attribuées à la sexualité. Peut-être qu'on peut les aider aujourd'hui à justement à avancer et à travailler sur cette sexualité harmonieuse. Oui, il faudrait. Parce que c'est quand même ce qui peut sauver le couple. Alors, je dis bien de sexualité harmonieuse. Je dis pas vrai, le petit coup vite fait. C'est très vrai que il y a quelque temps d'ailleurs, on le disait pas comme ça, parce que je me souviens très bien d'enquêtes, plutôt c'est des sondages souvent, qui montrent que les difficultés dans le couple, c'était tout un tas de choses au niveau de l'élevage des enfants, au niveau de la répartition des tâches, un certain nombre de choses, mais il y a 10-20 ans, on ne mettait pas la sexualité en premier. Aujourd'hui, il y a plusieurs enquêtes qui ont montré que les séparations étaient en majorité dues à une absence de sexualité ou une sexualité qui est défaillante, enfin qui est insatisfaisante pour l'un des deux. Ça, c'est nouveau. Parce qu'on est dans une période où on a mis la sexualité en avant, où on n'apprend pas sa sexualité, ou on n'apprend pas même à l'améliorer, ce que vous évoquez. Et je crois que c'est nouveau que ça soit vraisemblablement la première cause de séparation. D'autant plus que la première cause de séparation, c'est généralement l'infidélité. Quand il y a infidélité, souvent, c'est parce qu'il n'y a pas de sexualité dans le couple, évidemment. Ou en tout cas, une mauvaise sexualité dans le couple. Et puis on pourra peut-être sans doute aborder avec quelqu'un cette difficulté à rester un couple d'amants quand on devient parent. Ça, c'est aussi un vrai problème de couple. Oui, bien sûr. Et alors c'est amusant aussi. Moi, je crois qu'il y a quelque chose qui a changé. Bon, je fais souvent des conférences devant un large public, c'est-à-dire des gens qui ne sont pas que des spécialistes, des psys, des étudiants. Et il y a 20 ans, par exemple, lorsque je demandais quel est le premier empêchement à la sexualité dans un couple, c'était très mitigé, les gens ne disaient pas forcément. Aujourd'hui, c'est très clair, ça fait quelques années que si je pose cette question en public à 300 personnes,
Quel est le premier empêchement? Immédiatement, tous disent les enfants. Ça ne veut pas du tout dire qu'ils rejettent les enfants. Ben non. Évidemment que non. Mais qu'on s'est rendu compte conscience que ça que éloigne, bien c'était sûr. une des difficultés qui souvent, moi je vais me permettre de dire, est un alibi pour l'un des deux pour qui la sexualité est plus difficile, pour permettre d'avoir une espèce de tiers entre les deux qui permet qu'il n'y ait pas une intimité qui est pas facile. Donc il faut pouvoir dépasser les difficultés d'une sexualité libre. Elle n'a pas besoin d'être quotidienne, mais c'est vrai que si elle est un peu régulière, je crois qu'il y a un apaisement des tensions, parce que le mécanisme très simple, vous voyez, c'est il y a très peu de temps que je l'ai formulé comme ça. C'est amusant parce qu'il y a des choses qui viennent. Moi, je crois qu'il y a un lien entre refoulement et défoulement. Et on se rend compte que dans les couples, toutes les choses qui sont refoulées, qui seront de la sexualité, qui seront des tas de choses qui sont mal acceptées parce qu'on veut pas blesser l'autre et on refoule, donnent du défoulement dans des mots, de l'agressivité. Je vais ressortir ce que je refoule par ailleurs. Dedans, il y a effectivement une part de frustration, des pulsions sexuelles. Eh bien, on en parle avec vous sur Sud Radio. N'hésitez pas à nous rejoindre, quels que soient vos problèmes de couple et notamment vos problèmes de sexualité dans le couple. 0826 300 300. On se retrouve dans un instant. C'est Maëlys qui va commencer les préliminaires. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. La sexualité dans le couple, quelle est son importance? Comme ça, Philippe Breneau, je vais le demander à tous les auditeurs. Tiens, allez, on va faire un petit barème. Exactement. Quelle note vous donneriez à la sexualité dans le couple sur 10, l'importance? 0, 1, Mais ça dépend, 2... c'est pour moi, ah non, si non, c'est non, en non, général. un chiffre, général. Sur 5. Non, sur 10. Sur 10, moi je dirais la sexualité dans le couple, c'est 8. Eh ben voilà. Donc, parce je vais pas dire 10 parce qu'on peut pas exagérer. Bah non, on va pas. Mais c'est on non, n'est pas des bêtes. Bien sûr. Eh bien justement, Maëlys, je pose d'abord la question. Quelle est l'importance de... Je vais faire ma moyenne, je prends des notes. Maëlys, quelle est l'importance de la sexualité dans le couple pour vous? Quelle note vous donnez? Bonjour Brigitte. Bonjour Bonjour Maëlys. Philippe. Alors, ma note, je dirais 8 ou 9, mais 9. Je dirais 8 et demi. 8 et demi. Oh, vous me compliquez mes calculs. Maëlys, c'est pas sympa. On peut pas toujours mettre 20 sur 20, donc c'est ça. Non, mais 8 et demi, d'accord. Donc, ça y est, on vous écoute, allez-y. Eh bien, écoutez, je me retrouve dans votre témoignage, dans vos explications plutôt, en ce qui concerne la durée d'une relation et les problématiques liées à la sexualité par rapport aux enfants. Ouais. Donc, alors j'ai eu 2 relations importantes, on va dire, dans ma vie. La première a duré 13 ans. Ouais, oui, on y est. Mm-hmm. Et donc avec 2 grossesses. Et on a été bien pendant, je pense, 8 ans. 8-9 ans, peut-être 10 ans. Et ensuite, tout s'est effondré. Donc effectivement, ce qui a joué, c'est le manque de désir du côté de mon compagnon. Suite aux grossesses, forcément, pas forcément, parce qu'il y a des femmes qui n'arrivent pas, qui ne prennent pas de poids. Donc les grossesses, prise de poids, la fatigue, le travail, parfois qu'on arrête, qu'on change pour pouvoir s'occuper des enfants, etc. Tout ce chamboulement a fait que du coup, notre vie n'était plus pareille, notre vie de couple. Mais je crois que c'est ce que vous dites. J'ai envie juste de rebondir dessus. Excusez-moi, Maëlys, mais ce qui est important à comprendre, c'est que tout d'un coup, la femme qu'il a devant lui, elle a beaucoup bougé. C'est plus tout à fait la même, et que le désir puisse s'éteindre. En tout cas, s'endormir, parce que je pense que les désirs ne s'éteignent jamais. Ça peut se comprendre. Après, c'est des choses qu'on n'aime pas dire, qu'on n'aime pas entendre, mais c'est pareil quand un homme, par exemple, perd son emploi, qui se retrouve au chômage et qui commence à se laisser aller, et qui prend par exemple du poids aussi, ça peut aussi couper le désir chez sa femme. C'est pas réservé uniquement aux femmes quand elles ont eu des enfants. Oui. C'est amusant cette phrase qui tes pères sont. Puis vous avez hésité un peu, Brigitte, et moi j'ai le souvenir d'un cas clinique qui m'a marqué, d'un couple que je suivais, dans lequel cet homme avait perdu son cuir chevelu
je vais dire. Et là, c'était impossible pour cette femme d'être désirante de cet homme qui était presque chauve, qui était même très étrange pour elle. Et Dieu sait qu'on a parlé, qu'elle était fondamentalement amoureuse, mais quelque chose, alors peut-être aussi ça arrive dans d'un imaginaire qui rappelait peut-être d'autres images, hein, mais peu importe, que un changement physique. Alors, c'est très difficile à dire, moi je dirais, dans le cas dont vous parlez, Maëlys, par exemple de la grossesse, des grossesses successives, et je suis pas d'accord sur l'idée qu'une femme serait moins désirable. On est différent à chaque période de la vie, bien sûr. Et c'est justement à travailler avec le couple pour être aussi désirable. On n'a pas même si le corps évolue, on va dire, on va utiliser ça, parce que c'est pas facile, et toujours discriminant pour les femmes. Le problème, et là je ne défends pas spécialement les hommes, parce que ça peut arriver aussi sur un changement physique chez un homme. À partir du moment où ça ne correspond absolument pas à notre attraction sexuelle, ce qui se passe sur le corps de l'autre, c'est compliqué de retrouver le désir. Maëlys, je vous en prie, allez-y. Donc vous êtes séparés, j'imagine, donc au bout de 13 ans. 13 ans, oui, c'est ça. Donc, on avait continué quand même. Enfin, les enfants étaient un peu plus grands, donc notre relation continuait, mais toujours avec ce manque de sexualité. Mais pour revenir sur les grossesses, quand même, moi, je fais une différence entre une personne, voilà, qui change, que ce soit homme ou femme, mais qui ne fait rien pour revenir un petit peu à la personne qu'elle était. Enfin, il y a vraiment ceux qui se laissent aller concrètement, et puis ceux qui font des efforts. Donc je pense qu'il faut. Moi, je suis quelqu'un qui me laisse, je vais pas dire jamais, mais en tout cas qui fait en sorte de pas se laisser aller, qui est toujours fait du sport, etc. Donc moi ce genre de comment dire, ça m'a très complexé, et ça m'a très complexé dans ma vie. Surtout les deux relations ont été pareilles, et c'est vrai que je trouve ça injuste, mais parce que moi je ne réfléchis pas de la même manière. C'est-à-dire que j'ai connu des hommes qui étaient minces, qui étaient plus ronds, en fait le physique c'est pas une priorité en fait. Oui. Pour moi, et donc j'arrive pas à concevoir cet état d'esprit de dire je l'ai connue, elle faisait une taille S, et puis finalement maintenant elle fait une taille L, donc je peux plus, vous voyez. Oui, alors je défendrai pas une position masculine là, parce que mais je pense pas que ce soit de l'ordre de la réflexion. C'est peut-être pas réfléchir en disant cela, mais certainement que les réactions épidermiques, c'est-à-dire je me sens plus attiré, doit amener une réflexion dans le couple, amener une réflexion à deux. Mais c'est très vrai que je pense les gens, j'ai entendu tellement de fois un homme ou une femme dire qu'il n'était plus attiré par le conjoint. C'est vrai aussi qu'il y a une réalité physiologique qu'on connaît, c'est même presque animale, dans l'atténuation des réactions d'excitation par l'habitude. Mais c'est un petit peu facile, donc il y a des manières, avec un thérapeute de couple ou sexologue, souvent, il y a des manières de trouver un nouvel intérêt. Et moi, je connais par exemple des femmes qui avaient été très modifiées par une chirurgie post-cancéreuse sur le sein ou des choses comme ça, qui vont tout simplement porter tel soutien-gorge de telle façon, et de façon à conserver des attraits qui peuvent être très compris dans le couple. C'est pas toujours le cas, mais ça nécessite réflexion, c'est pas facile. Je suis d'accord avec vous. En tout cas, ça semble vous avoir blessé. Oui. C'est ce que j'entends, en tout cas. Ah oui, tout à fait, oui. D'ailleurs, vous n'avez pas dit blessé tout à l'heure. Vous avez dit, je sais pas quoi, et moi j'ai dit non, c'est pas possible, c'est blessé. Vous m'avez dit ça m'a touché ou je sais pas quoi. Non, c'est plus que ça. Oui, c'est vrai que c'est un peu un traumatisme, concrètement. Oui, bien sûr. Concrètement.
Pour ma part, en tout cas, ça fait longtemps maintenant que mais ça se comprend parce que quelque part, c'est un rejet, c'est un rejet de votre personne. C'est-à-dire que on finit par penser qu'on nous aimait en tant qu'objet sexuel et quand on est sujet, eh bien, on n'est plus désiré. Donc ça se comprend tout à fait, même si, encore une fois, c'est beaucoup plus complexe que ça, mais ça se comprend. Et c'est là où Philippe a raison. Ça devrait se discuter très vite dans le couple. Et malheureusement, on n'ose pas en parler et ça devient quelque chose de... Et puis ce qui est terrible, c'est surtout, on est blessé par la personne aimée. C'est-à-dire, c'est pas par n'importe qui. Vous pouvez être blessé par quelqu'un qui n'a pas beaucoup d'importance pour soi et c'est pas du tout pareil. Merci en tout cas, Maëlys, de ce témoignage. On continue bien sûr avec vous sur Sud Radio. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. L'importance de la sexualité dans le couple, c'est la première question que je vous pose, Mathilde, avant de vous écouter. Bonjour. Oui, bonjour Brigitte, bonjour Monsieur Bruno. Bonjour Brigitte, alors... bonjour Mathilde, pardon. Alors, quelle note vous donnez à l'importance de la sexualité dans le couple ? Alors moi c'est hyper important, 10. 10, d'accord. Ah bah comme ça, je crois qu'on va avoir une très bonne note à la fin de l'émission. Je vous écoute Mathilde, allez-y. Alors en fait moi j'ai un petit problème. Je suis en couple depuis plusieurs années maintenant. Oui. Mon ami était très musclé et moi j'ai toujours été très très désirante de corps. De corps qui exprimait la force. Et en ce moment, à la suite d'une dépression, il a beaucoup grossi. Et donc j'ai du mal. Alors je veux pas le blesser, comme vous disiez. Je veux pas le blesser. Je le dis pas. Je le garde pour moi. Mais c'est super difficile. J'ai du mal à aller vers lui parce que c'est plus que ce qui m'attire en fait. Alors je l'aime de tout mon cœur. Je sais pas quoi faire. Si vous avez des conseils pour m'aider, alors je me morigène en plus. Je me dis mais c'est vraiment superficiel de t'attacher à une apparence. Mais non, parce que le désir, ça se commande pas. Je veux dire, il faut à un moment comprendre que quand ça ne se commande pas, quand ça fait pas partie de ce qui est raisonnable, on ne peut pas se forcer. Alors après, je pense qu'il va falloir que vous en parliez sérieusement. Mais surtout ne vous sentez pas coupable, parce que de toute façon, si vous vous sentez coupable, vous allez pas bien aborder le sujet avec lui. Oui, c'est même peut-être un des problèmes les plus fréquents que l'on voit dans l'évolution des couples. Ce que vous évoquez, Mathilde, vous l'évoquez de façon plus aiguë parce que vous dites il était particulièrement musclé, faisait de la salle de sport, ainsi de suite. Et puis il y a eu une fracture dans sa vie et il prend du poids. Moi, j'ai vu tellement de couples dans lesquels j'ai beaucoup de mal à l'aimer tant qu'il a du poids. Et alors, vous le dites pas vous parce que vous faites très attention. Je l'aime profondément. Je ne veux pas le blesser, mais il ne fait pas d'efforts. Il n'a pas fait de régime, alors que j'ai des difficultés à tenir ma ligne et je le fais pour lui. Et ça, j'ai tellement entendu de fois que c'est compliqué parce que la prise de poids, du moins perdre du poids, dans ce qu'on appelle le trouble métabolique du milieu de la vie, c'est très compliqué. Beaucoup d'hommes n'y arriveront peu. Encore faudrait-il qu'ils fassent des progrès, qu'ils fassent des efforts. Alors déjà, il faudrait en parler. Il faudrait voir ce que c'est comme difficulté, peut-être avec l'aide d'une nutritionniste, mais il faudrait aussi qu'il en ait le désir. Vous en avez jamais parlé avec lui ? Alors, quand il a commencé à prendre du poids, j'ai commencé à dire c'est un peu plus compliqué pour moi. Si tu viens vers moi je répondrai positivement, mais c'est vrai que moi j'ai plus de mal à venir vers toi. C'est ce que je dis. Mais Mathilde, est-ce que, parce que vous parlez de sa dépression, est-ce qu'il est encore désirant lui ou pas ?
Alors oui, sachant que certains médicaments parfois peuvent compliquer les choses. Bien sûr, voilà. mais il a encore envie de venir vers vous. Alors il y a peut-être un petit truc comme ça que je peux vous donner, parce que s'il a pris une vingtaine de kilos, à partir de ce moment-là, ça enfouit un petit peu la base du pénis. Donc vous pourriez peut-être, d'une manière un peu humoristique, lui dire « Écoute, j'aimerais bien que tu perdes quelques kilos parce que je trouve que ton pénis, il a l'air d'être plus petit. » Vous voyez, essayez de trouver un truc un peu drôle pour pas l'attaquer directement sur ces kilos. Et c'est une réalité, ce que je raconte. Hein, c'est pas. Oui, j'ai testé. Vous êtes d'accord, vous avez remarqué, hein. Bon. Mais c'est également. Mais ça reste entre nous, hein, Mathilde. C'est également une réalité pour un homme qui, vous savez, il y avait une vieille expression que l'on dit peut-être moins aujourd'hui, c'est je ne me vois plus. C'est-à-dire je ne vois plus mon sexe. C'est-à-dire le fait d'avoir pris de l'embonpoint, et en général, au milieu de la vie, ça va être peut-être par la cage thoracique et l'abdomen, eh bien je vois plus mon sexe, j'ai pas besoin de le voir en érection. Mais c'est vrai que c'est quelque chose, ce qu'évoquait Brigitte en parlant il l'a rapetissé un petit peu, il est enfoncé dans la chair, mais en plus, vu d'en haut, pour un homme, il disparaît. Et peut-être que ça serait un moyen, ça serait quand même chouette que tu le vois à nouveau. Et est-ce que pour lui, la sexualité, c'est toujours 10 sur 10, comme vous? Vous diriez pas? Je pense que, je pense que lui, c'est 8 sur 10. Après, moi, je suis un peu excessive dans tout. Voilà. Mais c'est comme ça qu'il vous a choisi. Donc sincèrement, avec humour, essayez de faire passer le message comme ça. Comme ça, ça va en tout cas ouvrir le dialogue sur ce problème. Puis moi, Parce qu'il est encore fragile, c'est ça qui m'ennuie. Oui, mais s'il le désire, vous dites quand même, il a du désir et il aimerait que ça soit mieux. Au besoin, faites-vous aider, parce que un tiers arrive toujours à dire des choses que va pas dire le conjoint. Il faudrait trouver, je veux dire, quelqu'un qui accompagne un couple ou en sexologie, qui vous donne des petits trucs. Mais oui, parce que souvent on n'y pense pas. Vous allez trouver, dans toutes les régions, il y a des sexologues très bien formés. Il faut peut-être pas, on peut pas le dire comme ça. On peut pas vous orienter, mais il y a des trucs, il y a des façons de parler, et puis un tiers va peut-être pouvoir en parler, que le désir existe des deux côtés. Et je veux même dire une autre chose, c'est qu'on sort souvent de la dépression en ayant une sexualité plus épanouie. Alors c'est pas très facile parce que ça ne se commande pas, mais ça peut être un facteur d'amélioration de la sexualité, surtout si en plus s'il a un petit trouble érectile ou si la sexualité est un petit peu plus faible. On a montré, il y avait des enquêtes qui ont été faites au début du Viagra, que des hommes dépressifs qui n'étaient contre des populations non soignées, des hommes dépressifs qui prenaient simplement quelque chose qui a facilité leur sexualité, qui est redevenue très puissante, eh bien, une part d'entre eux, plus de la moitié, sont sortis de l'épisode dépressif. Alors, c'est pas mal. C'est pas une solution, mais voyez quelqu'un peut-être dans ce domaine de la sexologie qui connaisse bien. Et puis, autre conseil, Mathilde, faites évoluer un tout petit peu votre sexualité. Essayez de faire d'autres choses avec lui. Ça va vous redonner du peps pour votre libido. D'accord. Essayez de voir. On fait déjà plein de choses. Alors, c'est compliqué de trouver autre chose. Je n'en doute pas. Mais je sais pas. Des massages. Ou essayer de trouver. Vous avez raison. Vous voyez, je vois déjà un angle d'attaque. Ouais, ben voilà. Bon, c'est gagné. Merci Mathilde, en tout cas. Vous avez du peps pour deux. Merci beaucoup. Mathilde. Et on continue avec Christophe qui va répondre à 3 questions intimes et qui pourra en poser une ensuite à Philippe Breneau. Bonjour Christophe. Bonjour Christophe, bonjour Bruno. Bonjour Christophe. Bon, alors, on va tout reprendre à zéro. Moi, c'est Brigitte, lui, c'est Philippe, et vous, c'est Christophe. C'est le trac, c'est pas grave. Mais c'est pas grave, je sais que c'est un peu parce que vous êtes un peu stressé quand vous prenez l'antenne et que, du coup, voilà. Mais déjà, première question, évidemment, Christophe, quelle note vous donnez sur l'importance de la sexualité dans le couple ?
Ben, moi, je vais dire 9 parce que on va me garder un point parce que si malheureusement il y a la maladie qui arrive ou il faudra s'adapter, quoi. Ben oui, bien sûr, un peu d'indulgence quand même. Hein. Deuxième question, à quelle heure du jour ou de la nuit vous préférez faire l'amour ? Le 21h, on va dire. 21h, d'accord. Et puis dernière question. Est-ce que vous avez un jouet intime que vous affectionnez particulièrement ? Non. Pas du tout. Bah, c'est normal, vous êtes un homme. Il y a des jouets pour hommes. Hein, oui, mais c'est pas spécialement moins utilisé, n'est-ce pas ? Eh bien, vous pouvez poser une question à Philippe Breneau, il vous écoute. Avec plaisir, oui. Alors, moi, ma question, c'est... en fait, justement, je parlais de la maladie. Justement, comment on pourrait faire face si, pour X ou Y raison, soit moi ou soit ma partenaire a une maladie, parce que c'est une question que je me pose maintenant parce que c'est le sujet. Mais voilà, je pense que tant qu'on n'est pas en face de la chose, on se pose pas vraiment la question. Mais vous voulez parler de quelle maladie ? C'est moi qui comprends pas trop. Par exemple, une maladie qui empêcherait d'avoir des rapports sexuels. Ah, d'accord. C'est-à-dire que quelque chose justement qui va empêcher d'avoir des rapports sexuels. Vous voulez dire génitaux, c'est-à-dire pénis, vagin, ok. Ça existe hein, au niveau masculin ou au niveau féminin. Eh bien, il y a beaucoup de sexualité. J'aime pas dire de substitution, mais ça peut être extrêmement épanouissant. Il y a des jouissances qui peuvent s'obtenir par l'un envers l'autre de façon non génitale. Et d'ailleurs, c'est une solution souvent. Quand des choses sont compliquées dans un couple, on va essayer d'arrêter la sexualité génitale, de venir à, par exemple, beaucoup de sensualité. La sensualité va guider l'épanouissement sexuel, souvent. Donc ça va être, par exemple, des caresses, des massages, et découvrir des sensations qu'on ne connaît pas. Et on va trouver une sexualité adaptée à tous les couples qui ont une évolution cancéreuse, par exemple, on va trouver une sexualité de compensation qui pourrait être extrêmement épanouissante. Mais vous avez raison de poser cette question parce que là, beaucoup d'auditeurs l'ont entendu, il y a des solutions. Merci Christophe, en tout cas. Merci beaucoup Christophe. On fait une petite pause, on se retrouve dans un instant sur Sud Radio. Vous pouvez vous aussi venir parler de la sexualité de votre couple au 0826 300 300. Cam4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Et nous continuons avec Philippe Breneau qui est avec nous. Je rappelle que si vous avez envie d'offrir un cadeau de Noël, moi je trouve que cette incroyable histoire du sexe est une bande dessinée aux éditions Les Arènes, est une excellente idée parce que ça peut amuser notamment un adolescent. Enfin voilà, de toute façon, l'émission juste avant Noël, on fera une petite liste de cadeaux, mais je trouve que c'est une belle idée, cette incroyable histoire du sexe. Voilà. La sexualité dans le couple, c'est Fabrice qui va témoigner. Mais d'abord, Fabrice, je voudrais que vous me donniez la note. Quelle est l'importance de la sexualité dans le couple pour vous ? 12. 12 Ah, c'est génial ça. Bon, je mets 10, hein, parce que... Bonjour Brigitte, bonjour Philippe. Oui, bonjour Fabrice. Alors pour moi je pense que c'est vraiment quelque chose de très important. Parce qu'en fait j'ai eu deux grandes histoires avec un enfant à chaque fois. Et en fait ma première relation, on avait des relations, c'était assez rare. Et en fait, je me souviens même de la réflexion que j'ai fait quand elle m'a dit qu'elle était enceinte. Du coup, je dois être quelqu'un d'assez balèze parce que quand je prends le nombre de rapports qu'on a, je tombe enceinte rapidement. Donc, c'était pas top. Et puis, on va dire que j'avais trouvé mon équilibre avec des maîtresses à côté. Oui. Je me suis dit, peut-être que finalement, l'équilibre est là. Et en fait, j'ai changé de région. Je me suis séparé de mon ex. J'ai connu donc ma femme actuelle. Ça va faire 20 ans qu'on est ensemble. J'ai la chance d'avoir une femme qui ne me dit jamais non.
Mais est-ce qu'elle dit oui de temps en temps? Ah, mais il y a des fois, c'est 5-6 fois par semaine, quoi. Mais si vous voulez, et en fait, ce que je lui disais encore il n'y a pas très longtemps, parce qu'on est plus tout jeune quand même, en fait, je lui dis, je te vois comme au premier jour, j'ai le désir comme au premier jour. Mais vous voyez, ça c'est quelque chose d'important à dire à tous ceux qui écoutent. En effet, quand une femme ne dit pratiquement jamais non, parce qu'il ne faut pas exagérer, on a quand même le droit de temps en temps d'avoir vraiment très très mal au ventre ou très très mal à la tête, eh bien ça entretient votre désir pour nous. Et obligatoirement, c'est un peu comme l'appétit, plus on mange, plus on a faim. Et quand on fait l'amour énormément dans un couple, notre désir reste très 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 éveillé. C'est vraiment quelque chose ça c'est pas de primordial, mais de très important. Et je vous dis, ça va faire 20 ans qu'on est ensemble, et je n'ai jamais été, parce que bon, j'ai eu, on va dire, la chance de connaître plusieurs femmes, je n'ai jamais été autant épanoui que maintenant. Et tous les jours, je lui dis que je l'aime. Tous les jours, quand je la réveille, il faut que je caresse ses fesses. Tous les jours, il faut lui faire des bisous. Ça, et le matin, quand je pars, j'ai une envie, c'est de rentrer le soir pour la retrouver. Oui, vous êtes accro de son corps. Mais de tout. Et souvent, je lui dis, mais c'est parce que tu m'as fait, tu m'as embouté, c'est pas possible, quoi. Parce que, je veux pas dire que je me reconnais pas, mais quand j'étais plus jeune, j'étais pas comme ça. Mais là, c'est elle. Alors, on a encore eu une discussion il y a pas très longtemps, sur les clubs échangistes, etc. Et je lui ai dit, parce que moi c'est quelque chose, je pense, comme beaucoup d'hommes qui, par curiosité pour voir, je lui ai dit, tiens, on peut y aller, et on reste que tous les deux. Je lui ai dit, mais maintenant, si demain on fait ça et que je vois quelqu'un qui touche, je ne sais pas la réaction que je pourrais avoir, parce que elle est tellement en moi que c'est un truc de fou. Enfin, vous êtes tellement en elle, parce que... C'est-à-dire que vous avez une maladie, vous avez une toxicomanie, mais qu'il ne faut pas soigner. Vous avez une addiction. Ah mais c'est clair, en plus on est très complices, on rigole beaucoup. En fait, on se prend pas la tête au quotidien. Oui, voilà, j'entendais des reportages avant où moi j'ai connu une période compliquée où j'ai perdu mon travail. Donc c'est vrai qu'en tant qu'homme, parce que ça a quand même duré 23 mois. En tant qu'homme, on se remet en question. On se dit, cette sensation de dire je sers à rien, je fais rien. Pourtant, voilà, tous les jours j'étais à regarder les annonces, mais forcément les annonces, c'est souvent les mêmes. Enfin là, une démotivation, voilà, elle a toujours été là. Ça a été un truc de fou, quoi. Et c'est toujours un truc de fou. Et en plus, on a eu notre petit dernier en commun, là, et ça a été compliqué pour elle. Il y a eu 3 fausses couches, il y a eu une interruption pour malformation, enfin, mais malgré ça, voilà, ça reste comme entre les jours, quoi. Je comprends que vous mettiez 12 sur 10, mais je crois qu'il faut... Alors, on ne peut pas prôner les histoires comme des modèles, parce que tout ce qui se passe dans les couples, c'est souvent par la façon dont on s'est construit avant de connaître la sexualité. Et là, tous les deux, vous avez une personnalité qui aussi se répond et qui permet que cette sexualité soit très vivante, très... Ce que vous dites, ni l'un ni l'autre ne refusez les avances de l'autre. Ce n'est pas si fréquent. Ça peut être un modèle, mais je crois que ça se décide pas, malheureusement, parce quand on voit des couples en difficulté, on peut parler de cela. C'est pas très facile pour eux de l'imaginer. Non, je trouve que c'est formidable ce que vous vivez, que vous cultivez, parce que ça a permis sûrement, vous avez dépassé quelques périodes peut-être de difficulté, vous les avez peut-être dépassées par la sexualité qui est très épanouie. Je pense. Mais à mon avis, quand vous vous rencontrez tous les deux, ça a tout de suite été le feu d'artifice sexuellement. Non. En fait, au début, quand on s'est rencontrés, on était tous les deux en couple, etc. Et puis, bon voilà, il y a eu une attirance, et puis on s'est dit, allez, on y va juste pour le cul. Et puis en fait, moi c'était ça, elle non. Après moi j'ai rencontré quelqu'un d'autre, je suis parti n'importe comment. Et en fait, elle est revenue me chercher, parce qu'au final, cette personne-là m'a fait croire que j'avais des problèmes, parce que j'étais séparé, parce que j'avais une fille. Donc je suis allé voir un psy, j'ai pris des cafés, j'ai grossi, j'ai tout ce que vous voulez. Et à un moment donné, j'en ai marre, je suis parti, donc je suis retourné chez moi dans ma maison seule. Je suis allé voir mon médecin, je lui ai expliqué. Il m'a dit, ok, tu prends des cachets, d'accord. Ça solutionne tes problèmes? Non, donc t'arrêtes. Et à ce moment-là, ma femme est revenue me voir. Donc je savais qu'elle était mariée, etc. Et c'est compliqué parce qu'en plus on travaille ensemble. Donc moi j'avais changé de travail. Et puis là on s'est dit, écoute, on essaye, on se promet rien, on verra rien.
Et ça fait 20 ans, on est mariés. Et Oui. Donc ça veut dire que sans doute vous êtes quelqu'un qui était quand même un petit peu dans le non-engagement amoureux. Et c'est pour ça que vous avez choisi une première partenaire qui justement ne mettait pas le feu en vous. Et elle a su tout doucement vous apprivoiser. Et une fois que vous étiez sous sa coupe, si je puis dire, maintenant vous pouvez plus en sortir. Mais Sylvie, c'est quelqu'un qui est solaire. Elle est. Oui, j'entends bien. Bon, elle a l'accent qui chante parce que elle est arrivée sur la région de Marseille. Elle avait 4 ans. Donc, mais même quand vous l'avez au téléphone, souvent les clients lui disent mais on entend le soleil. Et si vous voulez, elle a cette faculté elle est toujours souriante, elle est toujours positive, Oui, mais on entend bien à quel point elle vous fait du bien, même au-delà de la sexualité, évidemment. Oui, elle a bien entendu ce qui était important pour vous, et je crois que c'est peut-être une des solutions dans les couples. Après, c'est plus facile à dire qu'à faire, c'est-à-dire essayer d'épanouir. C'est ce j'appellerais l'érotisme, c'est susciter le désir de l'autre, c'est-à-dire savoir quel est le désir de l'autre, que ce soit dans le domaine de la sexualité ou autre, et vraiment essayer de l'épanouir. C'est ce qu'elle fait en ne refusant pas, mais parce qu'elle le désire aussi. Bien sûr, je pense certainement que vous faites la même chose d'une autre façon et peut-être sur d'autres domaines. Oui, non, mais ils sont certainement tous les deux sexophiles, ça, il n'y a aucun doute. Sûr. Mais ce que je crois qui est intéressant peut-être à comprendre au-delà de votre sexualité qui est très très riche, pour que tous les couples ne se sentent pas déprimés après vous avoir écouté, Fabrice. Je crois que ce qui est important dans un couple pour que ça dure et que ça marche bien, c'est que l'autre satisfasse notre besoin essentiel. Et votre besoin essentiel, visiblement, c'est la sexualité. Oui, pour vous, il y a des besoins essentiels pour chacun. Ça serait bien que tous les couples qui écoutent essayez de comprendre quel est le besoin, quels sont les besoins essentiels de l'autre, sans en prendre ombrage, parce que très souvent, il va y avoir une réaction féminine qui est « c'est le sexe, toi ». Oui, les hommes ont du mal à vivre la frustration, mais ça ne veut pas dire qu'ils ne peuvent pas épanouir leur partenaire d'une autre façon, peut-être, parce qu'il y a des besoins essentiels. Mais je pense aussi qu'il y a des attentions. Pour moi, je la trouve magnifique. Je vois par exemple cet été, elle sait le type de maillot de bain que j'aime, donc elle a acheté ça. Donc c'est vrai, je lui dis, je conseille, je dis, mais t'as un cul, c'est terrible. Et il y a aussi l'importance au quotidien, c'est-à-dire que oui, on regarde des films ensemble, oui, on a ce qu'on appelle des jouets, etc. Mais il va y avoir des petites attentions. Elle sait que j'adore la voir en stream. Hop, je vais pas dire tous les soirs, mais elle prend une douche, hop. Elle met son string, et puis voilà, quand j'arrive sous sa maison, je me pose la main sur les fesses, je dis, ça y est, elle s'est équipée. Enfin, oui, et je pense que si elle le fait, c'est pour me faire plaisir, mais parce que ça va lui plaire aussi, quoi. Et il y a cette complicité. Si elle le fait depuis 20 ans, c'est que ça lui plaît, oui, ou ça, je crois que vous pouvez être rassuré, Fabrice. Ça, je pense qu'elle ne ferait pas ça 20 ans. C'est ce qu'on appelle l'érotisme, là, je rappelle, c'est bien sûr. Susciter, maintenir le désir du partenaire. Elle sait quel est votre désir, et bien elle va aller de ce côté-là et le réveiller, et sûrement que vous ferez la même chose, et elle sait qu'en retour vous le faites la même chose. Ça, je lui dis, tu peux être persuadé qu'il n'y a que toi que j'aime. Oui, je vais regarder une belle femme dans la rue, mais voilà, il se passe rien d'autre, quoi. Eh bien, merci Fabrice, en tout cas. Merci beaucoup pour ce témoignage. On va continuer évidemment tout au long de cette deuxième heure à évoquer la sexualité dans le couple. On comprend bien, vu déjà les notes que j'ai, à quel point c'est important. Et pourtant, vous êtes peut-être un couple qui n'a plus de sexualité. Vous avez envie d'en parler. Vous avez également, bien sûr, la parole sur Sud Radio. Et puis la petite devinette du jour. Alors écoutez bien, vous verrez, en tout cas la réponse est très intéressante. À quoi ressemble le sexe d'une femme rousse après l'orgasme? Vous pouvez y réfléchir un petit peu, et puis peut-être que vous aurez une idée. J'ai pas souvent la solution, mais je vais essayer. Écoutez, ne partez pas perdant, Philippe Renaud. Allez, on se retrouve dans un instant, tout de suite après les infos. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio.
Nous allons continuer à évoquer la sexualité dans le couple en compagnie de Philippe Renaud, sexologue, anthropologue, psychiatre, auteur également de nombreux ouvrages. Je rappelle votre roman, le dernier, Taxithérapie, c'est aux éditions Serge Safran. Et on va donner la parole à Olivier à Sophie d'abord, qui nous a rejoint. Mais d'abord, je voudrais la réponse à cette jolie devinette. À quoi ressemble le sexe d'une femme rousse après l'orgasme ? Alors, c'est une question d'abord dont la réponse est très connue. Mais moi, je dirais, j'ai entendu presque une métaphore, parce qu'autrement, je ne vais pas y arriver. Le sexe d'une femme rousse après l'orage. Moi, j'ai entendu après l'orage, voilà. Eh bien, après l'orage, à un buisson délavé par cet orage, justement. Non, je ne sais pas. Alors, écoutez bien. Oui. Ça ressemble à une colombe. Alors, pourquoi ? Donc, écoutez bien. Parce que son con roux coule. Oh, effectivement, c'était difficile à trouver. Mais c'est pas mal, hein. Son con roux coule. Eh oui, voilà. Merci Brigitte. Bonjour Sophie. Bonjour, vous me faites rire avec votre devinette. C'est Bonjour drôle. Sophie. Oui, mais j'aurais pas trouvé, hein. J'ai essayé de trouver, mais je l'ai pas trouvé. Soyons indulgentes mais avec ça nous Philippe. Rend plus intelligent. C'est normal qu'il n'ait pas trouvé, c'était pas évident, je vous l'accorde. Alors Sophie, d'abord, quelle note vous donnez à l'importance de la sexualité dans le couple ? Ah, j'ai presque envie de dire 10 sur 10. Vous avez le droit. C'est très bien, oui. Bon. Écoutez, je crois qu'à 16h, s'il y a quelqu'un qui écoute cette émission et qui pense que la sexualité n'est pas importante dans le couple, je pense qu'il n'a pas vraiment écouté l'émission comme il faut. Parce que maintenant, si on fait la moyenne de toutes les notes, on est plutôt autour de 9 sur 10. Hein. Presque 9,5. Moi, j'avais été très bas. J'avais dit 8 sur 10. J'avais pensé. Moi, j'aurais dit 8 aussi sur 10. Parce que je mettais aussi d'autres éléments de culture ou autre. Mais en fait, non, vous avez raison, tous ceux qui ont répondu 10. Il y a plusieurs choses qui ont 10 sur 10. Et c'est plutôt ça. Ça se partage pas. Vous avez raison, Sophie. Mais c'est peut-être parce que vous n'avez pas connu la disette, en fait. C'est peut-être pour ça que vous mettez 8, parce que vous vous dites, bon, mais quand on connaît un vide, justement... Moi qui connais bien Philippe depuis pas mal d'années, je crois qu'on se connaît depuis le début de la radio, donc depuis 2001. Je l'ai toujours vu avec des femmes avec qui ça avait l'air de fonctionner très très bien. Donc en effet, vous avez raison, Sophie, il n'a pas connu la disette. C'est bien ça, c'est 10 sur 10 la disette. Voilà. Non, mais c'est vrai que je pense que quand on ne connaît pas d'être avec quelqu'un, parce qu'évidemment quand on n'est pas en couple c'est encore autre chose, mais quand on est en couple et que le partenaire ne vous touche pas, je pense que là vous vous rendez compte de l'importance de la sexualité. Ça veut dire que vous l'avez connu? Moi je l'ai connu, oui. Mais en fait, donc il reste tout le reste. Il reste effectivement la culture, les échanges qu'on peut avoir, le partenaire qui vous fait quand même rigoler, c'est important. Mais quand il n'y a plus de sexualité, moi je dis il n'y a plus de couple en fait. Mais absolument. Moi je suis totalement d'accord avec vous pour avoir connu aussi la disette. Oui, moi. Je ne serais pas attendue. Ben oui, mais qu'est-ce que vous voulez, hein Vous voyez, et comme quoi on peut être des jolies femmes et mais ça n'a strictement rien à voir parce que le désir peut être aussi, enfin le non-désir, ça peut aussi être une lutte de pouvoir, je pense. Oui, on peut tous l'avoir connu parce que on peut être dans une relation dans laquelle la dimension affective fait qu'on y reste, même s'il y a une disette. Alors moi c'était particulier, je vous le raconte quand même. C'est parce que moi c'était après une fois que je suis tombée enceinte en fait de ma première fille, et une fois que je suis tombée enceinte en fait, donc quand à peu près j'étais enceinte de 2 mois et demi, 3 mois. À partir de là, une fois qu'on en a parlé et qu'on a vraiment évoqué la question de la grossesse, il m'a plus touchée. Ça a été, alors que ça faisait 4 ans qu'on était ensemble, qu'on avait une sexualité épanouie, heureuse, et voilà. Donc ça a duré 1 an et demi. Oui. Et après, en fait, on a à nouveau réussi à avoir un rapport un soir. On avait un peu bu, c'était son anniversaire.
Et je suis tombée enceinte de ma deuxième fille. Et après, ça s'est arrêté là. Ah oui. Voilà. Donc après, on s'est séparés, puisque rebelote, il m'a plus touchée. Moi, je me suis dit, je peux pas passer ma vie comme ça. C'est pas possible. Oui. C'est quelque chose, une histoire que j'ai souvent entendue. C'est-à-dire que une des grandes raisons ou demandes en sexologie, c'est un couple qui vient parce que on ne fait plus l'amour depuis 1 mois, 6 mois, 10 ans, 25 ans. Et très souvent, la phrase qui est donnée, c'est « ça s'est arrêté après ma première grossesse » ou « ensuite ça a été sporadique ». C'est terrible parce que dans l'histoire, lorsque vous la racontez, moi j'entends quelque chose qui est de l'ordre, même peut-être plus que ce mot-là, de dédain. C'est un petit peu comme si, tout d'un coup, la personne vous déprécie. Enfin, il n'y a pas de raison, il ne faut pas exagérer. Et je ne parle même pas d'être moins attiré. Il y a quelque chose de l'ordre de l'abandon. Ah oui, on le vit vraiment comme un abandon. Hein. Je peux vous dire que surtout quand on est enceinte, en plus j'avais une grossesse qui se passait mal, donc c'était compliqué. Oui. Et est-ce que vous arriviez à garder de l'intimité ou même pas ? C'est-à-dire, est-ce qu'il a été encore tendre avec vous ? Est-ce qu'il pouvait vous prendre dans vos bras, dans ses bras, pardon ? Ouais, il y avait ça quand même. Hein. C'était pas. Oui, donc ça, c'est quand même important aussi de faire la différence, parce que là, on est carrément dans le cas typique de l'homme. Une fois que sa femme va devenir mère, il ne peut plus. Hein, donc c'est quelque chose qu'on entend souvent, comme on entend des femmes une fois qu'elles ont eu des enfants n'ont plus besoin ou envie de faire l'amour avec leur conjoint. Mais ça reste, il continuait à vous aimer puisqu'il arrivait à avoir de l'intimité avec vous. Et c'est ça que je crois qui est important à comprendre pour ceux qui nous écoutent, c'est que l'amour c'est une chose, le désir c'est pas tout à fait la même chose. Et s'il y a encore de l'amour, à ce moment-là, il faut pas hésiter, je pense, à comprendre. Et là, c'est à lui de comprendre, c'est pas à vous. Pourquoi c'est parce que ça parle de lui, cette incapacité à désirer la femme qui maintenant va être la mère de ses enfants. Moi, j'ai franchement tout essayé. On a fait les thérapies, on a été au truc, les conseillers conjugaux. Enfin, oui. On a fait. Mais après, on a eu quand même un enfer à vivre, c'est-à-dire que j'avais 20% de chances que ma fille soit vivante au moment de la naissance. Elle avait un problème, en fait, elle avait un gros problème qui fait que j'ai accouché à Saint-Vincent-de-Paul avec le chirurgien à côté de moi pour l'opérer à la naissance. Et du coup, en fait, j'avais une écho tous les 3 jours. Oui. Et donc du coup, ça forcément. Ça coupe aussi, bien sûr, la libido du couple. Alors, on avait de la tendresse justement par rapport à ça aussi, parce qu'on vivait un moment tellement difficile qu'on s'est soutenus, on est restés unis. Mais effectivement, ça n'a pas aidé à développer, à préserver l'envie. Voilà. Peut-être qu'il y a eu une rupture, parce que vous dites bien, c'est pas à la naissance de votre fille, quoique quand il y a une difficulté, il y a des couples qui se resserrent, et d'ailleurs vous le dites, vous étiez tous les deux solidaires autour de votre enfant. Oui. Mais c'est au début, à l'annonce de la grossesse. Oui, à ce moment-là, il n'y avait pas de souci. Hein. On ne savait pas ce qui allait se passer après. Il n'y avait aucun problème. Et c'était pas non plus ce qu'on a évoqué tout à l'heure, je peux être déformé par la grossesse, j'ai pris du poids, ainsi de suite, c'est pas ça du tout. On est au tout début de la grossesse, et pour certains hommes, le fait que cette femme parturiente, c'est-à-dire qui est en cours de grossesse, n'est plus désirable. Ça, c'est quelque chose qui est, moi je me permets de dire, qui est quand même très méprisant. Si je vous avais eu en thérapie, moi je crois que en tant que thérapeute, il faut réagir. On est des représentants de la société. On peut dire, il faut que la personne prenne conscience qu'il y a des attitudes de soi-même que l'on peut critiquer, on peut revenir là-dessus. Ben oui, parce que tout de même, là, vous êtes éloigné
avant même les grandes difficultés. Et ensuite, je pense que vous êtes restés unis par au niveau affectif, mais vous étiez plus un objet de désir. Ah non, puis aujourd'hui on s'entend effectivement très bien, on est un couple parental parfait, on arrive à échanger. Ah non, mais on n'est plus ensemble. Ah oui, je l'ai quitté. Je vous dis, je l'ai quitté enceinte de la deuxième. Hein. Donc ça fait 12 ans maintenant que je suis séparée de lui. Mais après, voilà, on n'est pas comme ces couples qui se déchirent, machin. Jamais, on n'a jamais été comme ça. C'est bien pour ça que ça parle d'autre chose que de l'amour. Ça parle d'autre chose, et ça, malheureusement, on peut pas. Et je vais même vous dire plus que ça. C'est que j'ai souvent dit, même à des amis à moi, je lui dis, s'il lui manquait un rein, je lui en donnerais un. Oui. Parce que même aujourd'hui, je le considère quand même comme quelqu'un de très important dans ma vie, et jamais je le laisserai tomber, jamais. Mais en même temps, on voit bien que quand il n'y a plus de sexualité, c'est plus tout à fait un couple. Vous êtes certainement deux excellentes amies, deux excellents parents, mais vous n'êtes plus un couple d'amants, c'est clair. Merci beaucoup Sophie, en tout cas, de ce témoignage. Avant la pause, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Je vais pouvoir vous faire gagner un cadeau. Et oui, tous les jours, le grand sapin de Noël sur Sud Radio vous propose de gagner quelque chose. Et alors aujourd'hui, ce cadeau que vous pourrez gagner, c'est un ballotin de chocolat fin et de truffes moelleuses de Jeff de Bruges. Et également un ballon de rugby aux couleurs de Sud Radio. Vous savez qu'on est la radio du rugby. Alors il y a bien sûr beaucoup de cadeaux qui nous attendent au pied de ce grand sapin de Noël, mais aujourd'hui c'est ça, que si vous avez envie de le gagner, vous appelez tout de suite le 0826 300 300 et ce sera le 8e appel qui va gagner ce magnifique cadeau. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Et nous continuons avec Philippe Breneau à essayer de comprendre l'importance de la sexualité dans le couple. Je crois qu'on a déjà un verdict. On en est certain. Je crois qu'on en est certain. Je ne sais pas. Peut-être que Karen va faire baisser la moyenne. Bonjour Karen. Bonjour Brigitte. Bonjour Karen, oui. Alors... oui, en fait, vous avez raison. Je vais faire baisser la moyenne. Ah oui, quelle note vous donnez alors? Moi, je dirais 7, 6, 7. Parce que je trouve que ça évolue, en fait, dans la vie. Alors, je mets 6,5, voilà. Voilà. Ça évolue dans la vie. Alors, comme tout à l'heure disait une personne qui témoignait que il y a des événements dans la vie de l'un, de l'autre ou des deux qui peuvent être difficiles à gérer et qui peuvent avoir un impact. Il y a aussi, je trouve, que quand on est bien avec quelqu'un, on est bien de plein de sortes de manières différentes et ça fait partager plein de moments différents. C'est vrai. Et en fait, à la fois, il y a des moments qui peuvent être très intimes sans pour autant que ce soit réellement faire l'amour, et que ça apporte, alors pas exactement la même chose, mais ça apporte énormément de bonheur, énormément de complicité, énormément d'échanges, et je trouve que c'est pas aussi important que l'acte sexuel en lui-même, mais ça contribue au bonheur en général, et la sensualité, elle peut s'exprimer aussi dans ces moments-là. Oui, ça me fait penser, et je vais poser la question évidemment à notre spécialiste Philippe Breneau qui est à mes côtés. En fait, c'est peut-être 10 pour l'intimité et pas pour la sexualité, en fait. Oui. C'est peut-être qu'on va rectifier un petit peu Qu'est-ce que vous en pensez, Philippe Breneau? Ça dépend ce qu'on appelle la sexualité, parce qu'effectivement chacun va le penser différemment. Et l'intimité pour certains, et certainement pour vous Karen, l'intimité peut être autant sexuelle, parce qu'on va quelquefois séparer le sensuel du sexuel, et puis même il y a l'affectif aussi. Alors la sexualité, ça serait que le génital, que le passage à l'acte, que l'acting, quelque chose qui s'agit. Non. Là, il y a des sexualités, moi je dis très souvent, des sexualités actives qui peuvent se faire presque immobiles. Et qui sont dans un ressenti, dans un partage de sensations, qui peuvent être infiniment délicieuses, orgasmiques au sens même métaphorique du terme.
quelquefois d'ailleurs au niveau féminin, qui peuvent être orgasmiques. On a montré dans des grandes séries, par exemple, que une part de personnes pouvaient avoir des orgasmes sans aucune manipulation. Bien sûr. Je ne sais plus dans quelle série, il y avait par exemple comme ça 5 ou 6 personnes qui est-ce que c'était? Ça ne pouvait être que des femmes. Car la sexualité orgasmique purement déclenchée par des mots, une histoire, des sensations. De toute façon, on a bien des orgasmes quand on dort, donc on sait bien, qu'on peut avoir des orgasmes. Pas directement pour les hommes, je ne connais pas ça. Il y a des hommes qui éjaculent. Oui, bien sûr, mais avec en général souvent quelque chose de l'ordre d'une manipulation, d'un mouvement. Pas forcément. Enfin bon, c'est ce qui se dit. Moi, je ne suis pas un homme, mais je crois que ce que vous dites me fait penser à quelque chose, Karen. Quand on tombe amoureuse ou amoureux, parce que c'est pareil pour les hommes, en fait, il se passe quelque chose au niveau du regard, au niveau parfois d'un toucher, et il y a une sorte de sensation qui est presque orgasmique. Oui. Donc on voit bien que vous avez raison, le sexe, c'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est en effet quelque chose de l'ordre d'un langage charnel, je dirais, qui doit continuer à exister entre les deux. Alors, je trouve que ça compte. Il faut pas dire. Mais je dis pas que ça compte pas, mais c'est selon les moments, selon ce que l'on a envie de partager, selon la vie du moment, on peut effectivement avoir des choses des instants qui procurent un bonheur énorme et comme vous dites qui sont limite orgasmiques et pour autant c'est pas du sexe. Et vous parliez du regard et je sais que moi j'ai mon ami qui est un regard très très expressif et je lui dis depuis le début. En plus il a comme je dis, il a le regard qui sourit en fait. Quand en fonction de son regard, il a vraiment l'impression d'avoir le visage qui s'ouvre complètement et qui comme s'il souriait en entier. Et c'est vrai que moi ça me procure quand il me regarde avec ses yeux de l'amour, ça me procure un bonheur énorme. Mais oui. C'est l'expression anglaise to fall in love at the first sight, c'est-à-dire que c'est au premier regard que se font les choses. Moi, je crois qu'il y a pour vous, c'est cela. Pour d'autres sensations, il y a des voies d'entrée différentes. La difficulté, c'est quand on est dans une relation qui va être de longue durée, parce que pour des raisons personnelles, on va s'installer dans la plus longue durée avec quelqu'un dont on n'a pas tout à fait compris quels étaient les modes d'entrée dans l'excitation, de stimulation, ce qu'on vient de dire là. Et moi je crois qu'une part des couples d'ailleurs que nous voyons, qui sont tous, ils ont un point commun, ils sont tous amoureux. Et souvent ils ont des modes assez différents par exemple d'excitation. Et on va pas changer des couples. Certains ont dit, il faudrait arrêter le couple. On peut essayer de se transformer, mais comme vous l'avez dit, il faut vraiment comprendre au départ si on est vraiment sur la même longueur d'onde dans le déclenchement de l'érotisme et de l'excitation. En tout cas, merci Karen, parce que votre témoignage est important. Ça remet un petit peu plus d'intimité, un peu moins de sexe à l'état brut dans le couple, si je puis dire. Merci beaucoup. Et puis, je crois que nous avons notre gagnant. C'est Bruno qui est avec nous. Bonjour Bruno. Bonjour. Eh bien, félicitations, vous avez gagné. Et alors, on a changé, je m'étais trompée, j'avais pas pris le bon cadeau de cette émission. Et en fait, vous avez gagné une montre Ice Watch Solar Power. J'espère que ça vous plaît. Ah ben oui, qui plus est, si c'est vous qui m'offrez le cadeau, en plus, c'est encore mieux. C'est moi qui vous offre le cadeau. Je vous offre la montre du moment. Vous savez, c'est ces montres à énergie solaire, donc de la marque Solar Power, qui donc vous sera envoyée. Vous la recevrez évidemment avant Noël, étant donné qu'on a encore le temps de vous l'envoyer. Voilà. Oui, c'est ça. Merci beaucoup. Et comme ça, à 14h pile, vous pourrez être à l'écoute de l'émission.
tous les jours de 14h. J'y suis tous les jours. Oh, c'est formidable. Alors, je suis ravi. J'y suis tous les jours. Ah oui, ça, je le mets sur l'ordinateur, ça bouge pas, je travaille à côté, puis très bien, ça me va. Bon, j'en profite quand même juste pour vous demander la note que vous donneriez à l'importance de la sexualité dans le couple. Hein. On fait un vrai sondage. On fait un vrai sondage, là. D'accord. Sur combien? Sur 10. Des 10. 10. Ah, voilà. Et ben voilà, on remonte la moyenne. Il faut 10, on peut pas y échapper, malheureusement. Il y a beaucoup trop de couples qui se séparent à cause de ça, donc on le sait très bien. Donc plus c'est pigmenté, mieux c'est la vie. Et on ne regarde pas sa montre quand on fait l'amour, hein, Bruno, attention. Absolument pas. Qu'est-ce que c'est cette histoire? Et on est bien d'accord. Bon, en tout cas, on vous l'envoie, cette Ice Watch Solar Power. Vous avez gagné. Si vous voulez vous aussi gagner un cadeau, restez à l'écoute sur Sud Radio, puisque dans chaque émission, vous pouvez gagner le cadeau au pied du sapin. Et puis, vous pouvez également doubler vos chances en vous connectant sur les réseaux sociaux et sur sudradio.fr. Allez, une petite pause et on se retrouve dans un instant avec le Love Conseil du jour. Cam4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. Brigitte Lahaie, Sud Radio, le Love Conseil. Alors Philippe Bruno, j'ai essayé de trouver un Love Conseil pour permettre au couple de garder cet amour malgré les années qui passent. Et j'ai trouvé que de revivre les bonheurs passés, c'est quelque chose qui fonctionne très très bien. En fait, c'est un exercice qui permet de vous remplir à nouveau d'ondes positives en quelque sorte. Donc amusez-vous par exemple à faire ce petit bilan et de trouver les 10 meilleurs moments de votre vie affective et pourquoi pas sexuelle. Et le soir, avant de vous endormir, ensemble, reparler de l'un ou l'autre de ces moments, de cette période de joie, de bonheur. Et vous verrez que en remémorant ces moments de vie très très agréables, d'abord vous allez vous rendre compte que quand même vous avez eu une belle vie tous les deux, et puis si vous êtes un peu en doute, plutôt que de ressasser le pénible, ouvrez-vous plutôt à ces moments qui ont été très très bons. Ça va vous nourrir d'ondes positives, et puis également vous allez programmer vos pensées de manière positive pour le futur. C'est un petit exercice que je trouve très intéressant, et je conseille plutôt de le faire à deux, plutôt que seul, parce que ça permettra aussi un dialogue, parce que si ça se trouve vous n'aurez pas les 10 meilleurs moments exactement les mêmes, et ça ouvrira à nouveau un dialogue. Voilà. Oui, il m'arrive de conseiller un petit peu la même chose aux gens, mais je vais dire, dans des thérapies de couple, mais de rééditer une rencontre, un lieu particulier, et d'y repartir, ou de se remarier. Un pèlerinage sur un endroit qui a été merveilleux. Ou de se remarier. J'ai eu des gens qui ont dit, tiens, la semaine dernière, on avait parlé de ça, et on a pris un avion pour Las Vegas et on s'est remarié là-bas. Oui, ça peut être. Bon, il faut un petit peu de moyens, mais le fait de revenir sur, comme on dit, revenir sur le lieu du crime. Tiens, c'est là qu'on s'est aimé, c'est là que... Et c'est pas du tout pareil de vivre. Alors là, vous le faites en pensée, Brigitte, et vous avez complètement raison. Ça peut se faire au quotidien ou régulièrement. Mais on peut très bien revenir dans cette petite auberge où tu te souviens. C'était délicieux et on avait fait l'amour merveilleusement. Mais on peut se créer d'ailleurs un album de photos des moments merveilleux du couple et puis de temps en temps le revisionner ensemble. Enfin, n'hésitez pas, la nostalgie, elle nourrit la beauté de votre couple. Bonjour Olivier. Bonjour à vous deux. Bonjour Olivier. Bonjour à vous tout seul Olivier. Avant tout, je veux votre note sur l'importance de la sexualité dans le couple, parce qu'on est bientôt à la fin de l'émission, je vais devoir faire ma petite moyenne. Bien sûr. Alors moi je suis un peu un paradoxe, moi je mettrais quand même 10 sur 10, mais moi j'ai pas eu de relation sexuelle avec ma femme depuis 4 ans et demi. Et donc j'en ai ailleurs, mais c'était... Je vous appelais en fait pour vous dire que malgré ça, moi je suis très heureux, ça se passe bien. Voilà, on a 2 enfants, on est des parents, ça se passe très bien, et donc du coup on peut avoir une relation de complicité sans sexe. Je le constate tous les jours. D'accord. Et est-ce que vous en avez parlé? Est-ce qu'elle sait que vous êtes que vous allez ailleurs ou pas? Alors, elle ne sait pas que je vais ailleurs, sinon je pense qu'il y aurait rupture, mais voilà, et ça se passe plutôt bien ailleurs. J'ai une relation entre guillemets, une maîtresse suivie depuis quelques années. Donc voilà. Une maîtresse suivie, d'accord. Donc vous partagez, si je puis dire, entre 2 femmes.
Non, je suis vraiment principalement avec ma femme, puis j'ai une fois par semaine, ou une fois toutes les 2 semaines, cette relation, ce moment avec ma maîtresse, entre guillemets. Donc, voilà. Mais ce qui vous permet de nourrir le manque que vous avez dans votre couple. Oui, tout à fait, clairement. Plutôt que de vous sentir frustré et de lui faire des reproches, vous avez trouvé cette solution. Exactement. J'en ai déjà parlé avec elle et elle me dit tout simplement que elle a plus envie, mais j'ai l'impression, exactement ce que vous dites tout à l'heure, Brigitte, que c'est un rapport de force entre nous. C'est-à-dire que non, tu ne feras pas l'amour parce que, je sais pas, parce que si, parce que ça. Je pense que c'est ça, clairement. Alors, ça parle de sa propre histoire, c'est possible. C'est pas forcément contre vous, ça doit être contre les hommes ou contre quelque chose de qui dans son histoire se comprendrait. Je sais que Philippe et moi... Elle a eu des gros conflits avec son père, excusez-moi de vous couper. Oui, ben voilà. Puis il y a aussi des phases, des périodes dans la vie. C'est très vrai que classiquement, ça a été souvent comme ça, c'est-à-dire que dans les générations avant, une fois qu'on avait les enfants, on avait une vie de parents où la sexualité n'est pas aussi présente. Très souvent, quand dans la construction personnelle de la sexualité féminine notamment, si par exemple la sexualité est faite pour faire des enfants, est considérée comme ça, une fois les enfants faits, la sexualité n'a pas du tout la même exigence. C'est très possible, hein, et ça dépend pas de la personne. C'est-à-dire qu'avant, dans l'imaginaire de l'enfance, la sexualité c'est fait pour faire des enfants. On est des mammifères, comme les animaux, finalement. Oui, vous dites à ce moment-là, il y a une frustration vraie pour vous, et vous voulez pas gâcher une relation qui est très belle et l'équilibre que vous avez au niveau conjugal, familial. C'est compliqué. Autrefois, vous savez, c'était toujours comme ça que ça se passait. Et puis il y avait des ersatz pour les hommes, c'est-à-dire qu'on disait bien qu'on ne faisait pas l'amour à sa femme et qu'il y avait des femmes pour ça. Mais aujourd'hui, c'est plus compliqué puisque vous êtes obligé de le faire en cachette. Ça doit vous embêter d'ailleurs quelquefois. Ah ben, clairement, je vais vous dire, ça me gêne énormément de ne pas pouvoir faire ça avec ma femme. Et moi, j'aimerais, je vais vous dire quelque chose, alors je suis un homme d'une 40aine d'années, c'est peut-être un peu vieux jeu, mais moi, je rêverais d'avoir un rapport buccal avec ma femme, je rêverais de faire un cunnilingus et je ferais pas ça à ma maîtresse. J'aime pas faire ça à ma maîtresse. Oui, je comprends bien. Oui, donc il y a quand même une frustration, puisqu'il y a quelque chose qui est pour vous assez fondamental, essentiel, et que vous ne pouvez plus faire. Parce que, oui. Mais ça peut se travailler aussi, ça. Hein. Pourquoi vous ne pouvez pas le faire à votre maîtresse? Vous pouvez aller voir quelqu'un et l'élaborer, et peut-être que le blocage va... Parce que là, c'est une inhibition qui vient, encore une fois, de votre propre histoire. Hein. Oui, peut-être. Vous voyez? Alors après, moi, je sais pas... Moi, je suis pour la paix des ménages. Donc, comme il y a frustration, ça peut nuire à votre couple. Donc, allez voir pourquoi vous ne pourriez pas faire un cuni à une autre femme. Vous le dites, Olivier, un peu comme quand on se sépare un petit peu, je dis que je fais l'amour, mais je n'embrasse pas. Alors c'est ce que disent une part des femmes, par exemple, font les prostituées d'ailleurs. Les prostituées font ça. Je donne mon corps, et c'est un petit peu ça. Vous dites, je ne vais pas lui donner quelque chose qui est un baiser, que je considère comme qui appartient à ma femme, même si ça ne se fait pas ou on le vit pas. Et c'est vrai que vous avez à ce moment-là, pour une raison d'équilibre personnel, vous avez fait une sorte de césure, une sorte de scission qui s'est fait dans votre esprit. Hein, ça existe souvent comme ça, parce que j'ai cloisonné, j'ai d'un côté la relation, la relation suprême, et puis j'ai quelque chose, mes pulsions sexuelles que le danger, je veux faire ma psy, hein, Philippe Brenon. Le danger, Olivier, toujours, hein, quand on clive comme ça un petit peu, c'est qu'il y a forcément à l'intérieur de soi des choses qui peuvent à un moment donné nous déranger. Donc c'est pas Alors même si vous gardez ce clivage, c'est toujours intéressant de comprendre. Je pense que derrière ça, me semble-t-il, en fait, c'est une manière de ne pas vous sentir coupable. Oui, bien sûr. Peut-être. Oui.
Mais on fait ce qu'on peut, hein. Bah, bien sûr. Oui, ma femme, moi, elle me l'a dit. Elle m'a dit non, moi, j'ai plus envie de ça m'intéresse plus. Mais oui. Tu ne me plais plus. Voilà, je suis devenu un peu bedonnant. Donc voilà. Mais ma maîtresse, je lui plais alors qu'elle est beaucoup plus jeune que moi, et je la paye pas pour le coup. Donc vous voyez, voilà quoi. Je dis je la paye pas parce que vous parliez tout à l'heure de relations. Ah non, j'imagine. Avec une prostituée. Mais non, mais vous voyez, c'est ça qui est fou, c'est que voilà, moi je rêverais de faire ça avec ma femme, mais non, c'est plus possible pour elle. Voilà. Alors que vous parliez de femme enceinte la dernière fois, enfin il y a quelques minutes auparavant, et moi je rêvais de faire l'amour avec ma femme enceinte. Là, jamais trop voulu. Voilà. Cela dit, vous avez l'air d'avoir quand même choisi une femme qui n'est pas sexuellement très 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 active. Hein. Clairement, on est bien d'accord. Donc c'est alors aussi on était un très choix... actifs au début, comme tous les couples, je suppose, mais comme beaucoup après, de couples, ça s'est ralenti clairement avec le temps. Ouais. Mais oui, puisque la sexualité était faite pour faire des enfants. Ouais, comme vous disiez. Ben, soyez prudent parce que visiblement, si elle le découvrait, vous risqueriez de la perdre. Donc, oui, je pense, ouais, tout à fait. Ouais. Mais je suis très prudent, je scinde de tout. Ouais, donc voilà. Et je vous écoute régulièrement, que ce soit sur Sud Radio avec plaisir ou sur d'autres radios auparavant. Vous avez toujours été de bons conseils pour moi. Ben, merci Olivier, ça me touche. Merci en tout cas de votre témoignage, merci beaucoup. Merci Olivier. On va faire une petite pause et puis on va conclure avec Raphaël qui va nous rejoindre dans un instant. Cam4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Philippe Breneau est avec nous. Vous êtes sexologue et également auteur de nombreux livres et notamment Pourquoi c'est si compliqué l'amour, qui est un peu aussi le livre fil rouge de l'émission d'aujourd'hui. On va conclure avec Raphaël qui est avec nous. Bonjour Raphaël. Bonjour Brigitte, bonjour Philippe. Bonjour Raphaël. Et avant de vous laisser nous raconter votre histoire, je voudrais la note que vous donnez à l'importance de la sexualité. Je dirais 8. D'accord. Très bien, je vais faire mon petit calcul tout en vous écoutant. Oui, alors moi j'ai choisi une bonne madone et une mauvaise maîtresse. C'est-à-dire C'est-à-dire que je suis marié avec ma femme depuis 13 ans. On est en union depuis 15 ans. Donc j'ai tout de suite ressenti chez elle un manque d'attractivité sexuelle. Surtout qu'avant de la rencontrer, j'étais avec une fille qui était, je dirais pas nymphomane, parce que pour moi la nymphomanie c'est une maladie, mais plutôt quelqu'un qui était très demandeuse. Et là j'ai senti que c'était pas le même univers, mais bon, ça m'a pas empêché de tomber amoureux d'elle, de fonder une famille avec elle. Et là, au bout de 15 années de vie commune, je m'aperçois que c'est un peu à sens unique. Je suis toujours plus demandeur qu'elle. Je sais que de sa part, ça lui demande beaucoup d'efforts. Et avec les années, le recul, les enfants, le quotidien, la famille, ça devient de plus en plus compliqué. Oui. Mais je crois, Raphaël, quel que soit le passe-temps favori de l'un des deux, à partir du moment où il n'est pas partagé par l'autre, à un moment donné, ça pèse dans le couple. Par exemple, s'il y en a un des deux qui adore le cinéma et que l'autre n'est pas fan d'aller au cinéma, à un moment donné, le couple ira plus beaucoup au cinéma. Et c'est évidemment valable encore plus pour la sexualité parce que c'est quand même quelque chose où c'est plus compliqué de se forcer que pour aller au cinéma. Moi, j'ai cru que vous aviez 2 femmes dans votre vie, puisque vous avez dit j'ai une magnifique madone et une mauvaise maîtresse. Et franchement, c'est ce que j'ai entendu. Après, je me suis dit, c'est Raphaël, et je sais toutes les très belles madones que j'ai pu admirer dans des musées en Italie, que vous avez fait, Raphaël. Ça a été d'ailleurs une partie de l'œuvre de Raphaël. Il y a des magnifiques madones. Ouais, c'est compliqué. C'est compliqué.
compliqué la vie. C'est pour ça que j'avais intitulé, on a mis longtemps d'ailleurs à trouver le titre. Pourquoi c'est si compliqué l'amour? Parce que on a un sentiment d'attachement. Moi j'aime beaucoup le terme de Boris Cyrulnik qui dit dans le choc amoureux, on va tomber amoureux et on se relève attaché. C'est-à-dire comme vous dites, j'ai même vu qu'il y avait des choses qui me correspondaient pas forcément, mais je tombe amoureux. Sauf que je suis attaché souvent pour la vie, parce que il y a beaucoup de choses importantes. Et puis, il y a une frustration, puisque vous n'êtes pas sur le plan de la sexualité, qui est devenue très importante aujourd'hui. Vous n'avez pas du tout les mêmes pulsions. Il y a 50 ans, il y a un siècle plutôt, il y a un siècle, c'était pas très compliqué. La sexualité pour les hommes se faisait en dehors du couple. Aujourd'hui, c'est difficile. Parce qu'on voudrait que tout soit dans la même... Très souvent, les deux, madone et maîtresse sont en général... Enfin, on voudrait qu'elles soient assimilées, que ce soit la même personne. Et c'est très difficile parce que tous les couples en difficulté, souvent, ça va être comme ceci. Est-ce qu'il y a une solution ? Est-ce qu'on a le pourcentage, Philippe Renaud, de couples qui restent ensemble, mais qui malheureusement n'ont plus du tout la sexualité qu'ils voudraient? Alors moi, je connais pas de travaux là-dessus. Moi, ce serait intéressant. Oui, mais une estimation, moi, je veux dire parce qu'il y a énormément de gens qui sont en difficulté, mais qui ne consultent pas. Moi je suis persuadé qu'il y a un tiers des couples en France aujourd'hui qui ne font pas l'amour. Alors ça va à l'encontre des sondages qui sont faits notamment par les journaux, parce qu'on voudrait montrer au contraire qu'on est dans la sexualité. Alors pour une raison très simple, ce que j'appelle ne pas faire l'amour, c'est 0 ou quelques fois par an. Parce qu'on voit énormément de gens qui consultent, parce qu'on fait l'amour, oui, tous les 2 ou 3 mois, donc on fait quelques fois par an. On a un acte sexuel, quelquefois épanoui d'ailleurs, mais souvent c'est insatisfaisant pour l'autre. Oui, il y a ce que Reich appelait une misère sexuelle, qui tient pas, c'est pas la faute de l'autre. C'est compliqué la vie, c'est pour ça que je vous dis c'est compliqué l'amour. Il y a des solutions, c'est-à-dire qu'on peut trouver des aménagements pour permettre. Il faut déjà que l'autre prenne conscience que c'est difficile, qu'il y a une frustration et que c'est pas des jérémiades. La sexualité n'est pas obligatoire, mais il y a une sorte de besoin pulsionnel. Et on peut trouver des sexualités qui vont être peut-être un petit peu différentes, mais très épanouissantes pour les deux. Donc peut-être vous pouvez vous faire aider, mais encore faudrait-il qu'elle le désire. Nous sommes en thérapie actuellement. Oui. Donc en plus j'ai fait le choix de choisir une thérapeute qui est à la fois thérapeute et sexothérapeute. Oui. Donc on est dans ce travail-là, on est dans cette démarche-là. Donc maintenant ça prend du temps. J'ai beaucoup aimé votre résumé, votre analyse, et moi je trouve que ma situation en fait c'est un véritable paradoxe. C'est-à-dire que d'un côté il y a cet amour pour la mère de mes enfants, pour notre couple, pour notre construction mutuelle. Et en même temps, il y a cette vision et cette idéalisation de cette pulsion d'amour sexuel qui n'est pas reçue de la même manière. Et je sens parfois du rejet par rapport à ça. Alors je sais que je l'associe pas à un désamour. J'ai fait un travail sur ça, donc je l'accepte. Je l'accueille, mais c'est difficile. C'est difficile à encaisser et à accueillir. Moi, ce que je voudrais dire parce qu'on est en fin d'émission et je crois que c'est vraiment important je ne donne que mon avis, mais je crois que quand on se coupe comme ça de la sexualité,
ce qui est important, et c'est le travail qu'il faut qu'elle fasse, c'est pas vous qui pouvez le faire, ce travail-là, Raphaël, c'est important de savoir si on s'est coupé de la sexualité parce que l'autre nous coupe de notre désir pour lui, ou si on se coupe de la sexualité parce que on considère que maintenant on est casé, on a des enfants et que la sexualité ne sert plus à rien. C'est deux choses qui sont quand même très différentes. Si on se coupe de la sexualité par rapport à soi, ça veut pas dire la même chose que si c'est par rapport à l'autre. Et ça, c'est déjà un premier travail que je conseillerais à toutes les personnes qui nous écoutent et qui se sont coupées de la sexualité. Et parce que sinon on ne peut pas avancer si elle ne sait pas pourquoi elle n'a plus envie de faire l'amour avec vous, si c'est à cause de votre histoire à tous les deux, ou de la manière dont vous lui faites maintenant l'amour, ou de je ne sais quoi, ou si c'est parce que tout simplement elle considère que maintenant vous êtes fou amoureux d'elle et que c'est plus la peine qu'elle vous mette la corde au cou, comme on dit, hein, parce qu'on sait à quel point parfois la sexualité des femmes sert à se faire épouser, et voilà, je crois que c'est peut-être ce travail-là qu'elle aura besoin de faire pour avancer. Mais oui, il faut qu'il y ait une prise de conscience de sa part, c'est le plus difficile. Mais ce que vous disiez, Raphaël, est très vrai. Le mot que vous avez utilisé, il y a un paradoxe. Mais oui, c'est ce que je vous disais dans ce titre qu'on a mis longtemps à trouver. Pourquoi c'est si compliqué l'amour? Puisque l'amour devrait être une évidence simple. Le début des sexualités, dans le début de la sexualité, disait Alberoni, on a une sexualité extraordinaire. C'est-à-dire qu'elle n'est pas ordinaire par l'excitation de la rencontre. Souvent, malheureusement, elle ne se reproduira plus ou pas de la même façon. Donc ça peut se travailler, mais en tout cas, vous l'avez dit, il y a un paradoxe. On peut le dépasser. Il faut quand même bousculer les choses. Restez pas pendant des années en thérapie. On doit faire bouger les choses. C'est pas que des paroles. Il y a des choses du côté de la sensualité. On sort toujours des difficultés par la sensualité. Et la question qu'on peut vous poser aussi, Raphaël, est-ce que vous avez une bonne intimité ? Oui, on l'entretient malgré les difficultés, parce que le quotidien n'est pas facile. Il y a les enfants qui prennent beaucoup d'énergie. Oui. Donc voilà, on essaie de faire la part des choses. Attention, on peut avoir une intimité devant les enfants. On peut se prendre la main, on peut se mettre collé à l'autre dans le canapé devant les enfants. Ça, c'est pas. Il y a une certaine pudeur il y a une certaine pudeur de sa part, donc j'essaie pas de. D'accord. J'évite d'être intrusif, donc je respecte sa pudeur. Donc il y a vraiment quelque chose. Oui, il y a certainement une inhibition chez elle qui peut-être se lever. Alors je vais vous proposer une idée que je propose souvent à des couples, et je l'ai dit en 1 minute puisqu'on termine l'émission. Moi, je propose souvent aux couples de faire des choses à l'insu des enfants, parce que ça se passait bien quand il n'y avait pas les enfants. C'est pas du tout des intrus, ils sont formidables, mais à l'insu des enfants, vous faites une chose. Vous posez, si vous êtes salarié, vous posez chacun un jour dans la semaine, 15 jours plus tard. Vous les amenez le matin à 8h à l'école, à la crèche, s'ils sont tout petits. Vous venez les rechercher à 19h parce que quelqu'un les a pris peut-être un peu. Vous ne leur dites pas où vous êtes allés. Vous faites une évasion à l'insu même des collègues. Personne ne doit le savoir, surtout pas les enfants. Bon, beaucoup de parents vont dire « Ah, mais je veux absolument qu'ils soient au courant. » Ben non. C'est-à-dire, sinon, votre couple n'a pas d'histoire. Et alors, à ce moment-là, dans mes thérapies de couple, c'est souvent quelque chose que je propose, une évasion. Vous partez tous les deux, si vous prenez un train ou une voiture, dans 2 heures, vous êtes au bord de la côte normande ou dans la campagne, ce que vous voulez. Vous passez un déjeuner de midi très agréable. Si vous voulez, vous passez un moment d'intimité, mais je crois que c'est trop précoce. Là, vous passez une journée ensemble. Personne n'a à le savoir et vous vous êtes évadé comme quand vous vous connaissiez. Vous faites ça de temps en temps. Et très bon. Eh bien, c'est sur ce bon conseil que nous allons conclure. Merci beaucoup, Raphaël. Alors, j'ai fait mon petit calcul. Hein. Oui. On arrive à 98, si j'additionne tout, et il y avait eu 11 votes. Donc, s'il y avait eu 99, ça ferait 9. Donc, on considère que 9 sur 10, l'importance de la sexualité. Donc, je crois qu'il faut je crois qu'on va continuer à faire cette émission. Hein, il faut que je travaille pour le remonter de 1. J'étais à 8 sur 10. Moi aussi, hein, j'avais mis 8. Bon. Donc, vous voyez, mais
C'est peut-être parce qu'on connaît un peu mieux la vie, à force d'écouter justement tous ces couples, qu'on est un peu plus indulgent. Merci en tout cas, merci beaucoup Philippe Breneau. Pourquoi c'est si compliqué l'amour, c'était le titre du livre. Ça peut aider. Qui a servi. Et c'est un livre formidable, comme tous vos livres d'ailleurs. Et puis demain, on sera avec Didier Pleu. Didier Pleu, on le connaît, il est pour une éducation et pas de carence éducative, et on verra quel rôle ça joue dans la violence de la société actuelle avec Didier Pleu demain. Et tout de suite, vous retrouvez Alexandre Delovan. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.